Bonjour à toutes et à tous. Avec Claudette, on a le plaisir d'animer cet atelier autour du rôle des territoires dans le renforcement du sentiment d'appartenance républicain avec la question du clivage gauche-droite. Avant que Claudette présente les intervenants et avant que nous rentrions dans le vif du débat, je voulais demander à chacun des participants à cet atelier de nous dire en quelques mots ce qu'il ressent en tant que citoyen ou citoyenne de la République suite à la tragédie d'hier soir. Alors peut-être en commençant par Carole Delga, présidente de la région Occitanie. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Tout d'abord, on n'entend pas, je dis au fond. Oui, c'est mieux. Oui, c'est bon, voilà. Oui. Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. En tant que citoyenne, très attachée bien sûr à la République, c'est tout d'abord un sentiment d'effroi. Nous sommes abasourdis de la violence de l'attaque sur sa forme, mais aussi et surtout sur ce que cela représente, c'est-à-dire attaquer un enseignant parce qu'il a transmis à ses élèves les moyens de pouvoir réfléchir et de pouvoir se forger sa propre opinion, de pouvoir avoir un libre arbitre. C'est terrible. Et donc, au début, quand on lit l'alerte qui tombe sur le smartphone, c'est se dire, mais c'est incroyable. Et puis, au bout de quelques secondes, se dire, on ne doit pas plier. Voilà. La République, elle va répondre, la République, elle va être unie et nous devons vraiment faire en sorte que l'éducation nationale à laquelle nous sommes très attachés, tout en étant très décentralisateurs et bien sûr en voulant que nos régions aient encore plus de moyens, mais que cette éducation nationale, c'est notre ciment républicain, mais c'est aussi un pilier de la République. Donc je pense qu'il faut prendre la mesure de cet assassinat, de cet acte terroriste, et il faut que nous soyons très ferme sur les réponses à mener, c'est-à-dire faire en sorte de donner des moyens à nos enseignants, et tout particulièrement de ce temps de crise que je développerai tout à l'heure, parce qu'il faut se mettre à la place de nos concitoyens. Là, ils ont vraiment des menaces multiples qui s'abattent sur eux. Là, c'est une menace de la République, c'est une menace terroriste, c'est une menace sanitaire, nous sommes tous avec les masques, c'est une menace économique, les conséquences sanitaires. Et nous avions, avant même la Covid, une menace climatique et aussi un désenchantement démocratique. Donc là, il faut amener une réponse forte et il faut que nous ayons vraiment une unité nationale, mais aussi un plan d'action qui soit très fort. Voilà. Merci. Merci. Xavier Bertrand, si je vous en prie. Bon, déjà, en tant qu'homme, comme tout le monde hier, j'étais profondément choqué. Profondément choqué parce qu'on pensait que dans l'horreur, on avait franchi un certain nombre de paliers. Mais là, c'est vrai, Carole vient de le dire, c'est un professeur, c'est l'école, c'est ce symbole-là, mais c'est aussi la liberté d'expression. Il enseignait la liberté d'expression et il a été décapité. Décapité pour cela. Après, je suis aussi responsable politique. Et la question, j'ai entendu le président de la République hier dire faire bloc. On est d'accord. Mais faire bloc contre quoi? Contre qui? Et pourquoi? Pour faire quoi? Parce qu'on a déjà connu des moments d'effroi. Et ça continue. Et la question qui se pose, et quand j'avais accepté de venir ici, je ne viens pas devant n'importe quelle famille politique. Ce n'est pas la mienne, mais c'est une famille politique dans laquelle je reconnais la constance et la cohérence de vos combats pour la République et pour les valeurs républicaines. Je ne me serais pas rendu devant n'importe quelle famille politique. Et d'une certaine façon, ce matin, avec nos différences, certainement avec nos lignes rouges, il y a quand même des combats communs. Et l'intitulé de ce matin, ça veut dire beaucoup de choses. Et vous me permettrez tout à l'heure de rester assis pour écouter également Bernard Cazeneuve. Parce que nous étions, quelques mois, de longs mois, ensemble, Carole, à Trèbes également, avec Bernard Cazeneuve, pour participer à un débat. Et vous savez pourquoi, en cet endroit symbolique. Donc ce matin, on va certainement quand même débattre de ce que nous avons mis en place dans nos territoires
pour faire reculer la radicalisation, pour pouvoir la prévenir. C'est utile, hein, mais tout ce que l'on fait là aujourd'hui n'est pas à la hauteur des défis qui nous attendent. Et pas seulement pour nous, parce qu'on sait que le problème est dans la société française depuis bien longtemps, même si on a vu les accélérations dans l'horreur à partir de 2012, dans ta région, encore, avec Mera. La façon dont on a su aussi tenir en 2015, parce qu'il aurait pu y avoir cette dislocation, c'était François Hollande, c'était Manuel Valls, c'était Bernard Cazeneuve. Et aujourd'hui, les réponses ne doivent pas être du même niveau, elles doivent être encore plus importantes. Si par notre attitude responsable, on peut faire bloc de façon efficace, alors ça vaut la peine de le faire. Mais en confisquant pas le débat, chacun en apportant ses propositions, et on verra, je joue absolument pas sur les mots, mais dans ce camp large des Républicains, on va avoir besoin très clairement aujourd'hui de faire preuve d'idées certainement nouvelles et d'efficacité dans le temps. Quels que soient les mots, quelle que soit l'horreur, on voit bien qu'aujourd'hui, nos concitoyens, s'ils ne veulent pas basculer dans le jeu qui est attendu des uns et des autres, ils veulent que les responsables soient efficaces. Mais l'actualité nous a rattrapés, nous a dépassés, surtout avec cette horreur. Mais votre débat avait du sens et je vous remercie de cette initiative et de votre invitation. Merci à vous. Merci beaucoup Xavier Bertrand. Laurent Geoffrin, je vous en prie. Est-ce que ça marche? Oui. Merci d'abord de m'avoir convié. Évidemment, j'ai été saisi d'horreur quand j'ai entendu la nouvelle de ce qui s'était passé à Conflans. C'est une attaque contre l'école, c'est une attaque contre le savoir, contre la liberté d'enseigner, contre la République. Mais je voudrais ajouter 2 ou 3 réflexions très rapides, quitte à ce qu'elles soient un peu parfois dérangeantes. Il y a une unanimité pour défendre la liberté d'expression, dont cet attentat est un symbole. Est-ce qu'on est tout à fait sûr que cette unanimité soit totale? Et je m'adresse notamment, pas à vous, parce que je n'ai aucune inquiétude sur cette question s'agissant des radicaux, mais je m'adresse à une partie de la gauche, pour être un peu désagréable. Est-ce qu'on défend vraiment la liberté d'expression? Tout le monde est solidaire de Charlie. Il me semble qu'il y a des faux amis de Charlie. Par exemple, telle pièce ne peut pas être jouée parce qu'elle pourrait choquer une partie des musulmans. Une pièce de Voltaire qui s'appelle Mahomet. Donc au pays de Voltaire, Voltaire est sous liberté surveillée. Telle exposition est mise à l'index parce qu'elle ne correspond pas aux vues de tel ou tel groupe militant. Tel responsable culturel est empêché de programmer tel film parce qu'il y a aussi un groupe militant qui proteste. Et le film est retiré de l'affiche. Tel enseignant, en l'occurrence c'est Mohamed Sifaoui, je ne sais pas si vous le connaissez, il a prévu un séminaire sur la déradicalisation à la Sorbonne, hein, pas dans un milieu musulman, hein, à la Sorbonne, protestation des syndicats de gauche, le séminaire est annulé, sous prétexte soi-disant d'islamophobie, alors qu'il avait été organisé par la mosquée de Paris. On voit la cohérence de la chose. J'entends Jean-Luc Mélenchon qui dit « Charlie et Marianne sont les bagagistes de valeurs actuelles ». Ostracisme à l'égard de ce journal martyrisé. Et donc, est-ce que la liberté d'expression est défendue quand un responsable national se laisse aller à ce genre de réflexion? Et puis, on pourrait en citer beaucoup. Je constate qu'en France, et je vais en terminer par là, on est en train d'importer ce que les Américains appellent une cancel culture, c'est-à-dire une culture de l'annulation ou de l'interdiction. C'est un oxymore. Quelle culture va être fondée sur la censure? Quelle va être cette culture? Or, il y a une partie de la gauche universitaire, il y a une partie de la gauche politique qui se laisse aller à des concessions excessives dans ce domaine. Et je considère que c'est une manière de trahir la liberté d'expression, surtout quand on est à gauche. La gauche s'est fondée sur l'égalité et la liberté. À partir du moment où on commence à baisser la garde sur la liberté, est-ce qu'on est encore de gauche? Je pose la question. Donc voilà quelle était ma réaction. J'en termine par une dernière remarque. Ce qui s'est passé à Conflans est la pointe la plus horrible d'un phénomène plus large. Et je vous renvoie sur ce point au livre de Jean-Pierre Aubin, je ne sais pas si vous l'avez lu,
mais Jean-Pierre Aubin est un inspecteur général de l'éducation nationale qui avait fait un rapport en 2004 qui a été enterré et qui a dénombré toutes les atteintes à la laïcité qu'on pouvait constater en milieu scolaire. Elles sont très nombreuses. 30 à 40% des professeurs disent avoir été confrontés à ce genre de choses. Et il y en a qui ne peuvent pas enseigner la Shoah, d'autres qui sont obligés d'enlever du programme d'histoire l'histoire des États-Unis, parce que les États-Unis, c'est le symbole de l'impérialisme. Il y en a d'autres qui doivent censurer le cours de biologie. La gymnastique est soumise à des interdits vestimentaires, etc. etc. Donc le problème a été sous-estimé, et notamment à gauche. Pas seulement d'ailleurs, parce que le ministre à l'époque du rapport Aubin en 2004 n'était pas de gauche. Enfin, c'est souvent à gauche qu'on entend des réserves sur ce genre de discours. Bon, moi ça ne me fait pas peur, et mon mouvement non plus, engageons-nous, on est clairement laïque et intransigeant sur ces questions de liberté. Et je pense que la meilleure manière de réagir contre ce qui vient de se passer, c'est précisément d'être intraitable sur la liberté d'expression en général. Merci beaucoup, Laurent Geoffrin. Didier Coderneau, s'il vous plaît. Oui, bonjour à vous tous. Bien sûr, les premiers mots, c'est l'horreur, c'est cet acte de barbarie qui non seulement nous trouble, mais nous interpelle. Et puis, une réaction par rapport à ce matin, et puis par rapport à ce que vous venez de dire. Effectivement, la France est abîmée. N'ayons pas peur des mots. Elle est abîmée, et puis ce manque de courage, donc de pouvoir manifester cette liberté d'expression, cette liberté de se déplacer, et peut-être aussi le côté l'inculture sur notre propre histoire, sur les moments sombres de notre France, qui se réveille par moments, et qui, une fois de plus, nous interpelle. Effectivement, il y a dans la France, dans la République, une République qui doit apporter une réponse. Moi aussi, je suis tout à fait d'accord sur les propos du président de la République, mais finalement, donc, il faut qu'on aille un peu plus loin, il faut qu'on se donne un peu plus de moyens pour rassurer, pour sécuriser nos populations qui commencent à avoir peur, et cette liberté de penser. Je pense aussi aux médias en boucle qui font beaucoup de dégâts, qui peut-être oublient passagèrement les philosophes qui aujourd'hui sont cruellement absents, pour nous éveiller, pour nous réveiller, pour peut-être aussi nous interpeller. Quand je parle des philosophes et les intellectuels. Hier soir, nous étions avec quelques amis, pour les plus âgés. Donc nous parlions de ce droit de réponse de Michel Polac. C'est aussi des moments qui nous manquent dans cette nation, de pouvoir échanger librement, en désaccord. Et c'est très intéressant le débat qu'il va y avoir tout à l'heure, justement, dans la réflexion droite-gauche. Je crois que la droite et la gauche a un vrai enjeu à jouer, et de ne pas se laisser dériver par les deux extrêmes, l'extrême gauche et l'extrême droite. Merci à toi, Didier. Pour terminer ce premier tour de table, Sarah Boukala. Oui, bonjour à tous et tous. Moi, je me faisais cette réflexion hier soir dans le train pour venir ici, en me disant, parce que je les voyais apparaître sur les réseaux sociaux, on a tous été Charlie il y a 5 ans, puis là, on va tous devenir enseignants. C'est un drame, ce qui est arrivé, c'est un drame national. Bien sûr, il va y avoir une communion, et heureusement. Mais quelque part, on a tous été Charlie il y a 5 ans. Enfin, on a tous été, avec ce que disait Laurent Geoffrin tout à l'heure. Sauf que je me rappelle, en janvier 2020, à Grenoble, dans mon territoire, qui pourtant est un territoire de résistance historique, quand on a fait la commémoration des attentats de Charlie, il n'y avait plus des milliers de personnes dans la rue. On était 20 sur la place principale de Grenoble. Si vous enleviez les élus, le maire, les conseillers régionaux et les quelques militants laïcs de la LICRA historique, il n'y avait plus personne. Et donc, je me suis aussi fait cette réflexion hier soir, c'est que oui, c'est un drame national, mais c'est aussi toute une succession d'échecs et de défaites collectifs. Parce que cet enseignant, quand il a fait son cours
pleinement, en pleine légitimité, en utilisant un support pédagogique prévu dans le socle commun des compétences. Il a été attaqué. Il a été attaqué parce que des élèves en ont parlé à leurs parents et que voilà, la sauce est montée, les réseaux sociaux. Moi, je ne veux pas pointer le blâme sur qui que ce soit et je vais me mettre dedans. Mais on a tous loupé quelque chose. Oui, bien sûr, sa hiérarchie de l'éducation nationale, mais aussi les fédérations de parents d'élèves, elles étaient où pour accompagner les parents qui interrogeaient cet enseignant sur ce qui s'était passé? Où étaient aussi les fédérations d'éducation populaire? Et j'y travaille. Elles étaient où? Et où étions-nous aussi, nous les partis politiques, pour dire mais enfin, quel est le problème? Alors je ne dis pas que pour autant ce drame ne serait pas arrivé, parce que se battre contre la barbarie et le fanatisme, c'est très difficile de le faire avec des arguments rationnels. Mais peut-être que cet enseignant se serait senti, au moins, un peu soutenu. Voilà, et c'était ça les deux réflexions que je me faisais en me disant, alors j'essayais d'être positive, mais j'avoue que c'était compliqué, que cette journée avait encore, en tout cas, encore plus de sens et notre table ronde encore plus. Mesdames, Messieurs, vous avez bien compris que vous étiez ici au cœur de la République. Le Parti radical de gauche et le Parti radical à son origine fait partie intrinsèquement de la République. Et nous n'avons jamais été pris en défaut en ce qui concerne cette affirmation et la laïcité. Ce qui a été effectivement souligné, ce n'est pas le cas de tous les partis de gauche qui se présentent comme tels. Alors j'avais prévu des présentations plus longue que ce que je vais faire maintenant. Vous m'en excuserez, mais je pense que le temps nous est compté et que nous devons passer au débat. Sarah, militante radicale de gauche depuis longtemps, malgré sa jeunesse, est une vraie radicale. Elle nous a montré par son parcours étudiant, par ses responsabilités chez les Francas, par son enfance aussi, élevée par une mère infirmière en grande difficulté parfois, elle a su passer toutes ces étapes et être aujourd'hui conseillère régionale d'opposition, certes, après avoir été vice-présidente, ou plutôt conseiller délégué, je crois, avec Jean-Jacques Kéran dans la région Rhône-Alpes. Et maintenant, elle est encore conseillère municipale d'opposition plus me dit-elle, donc c'est fini. Et donc, elle pourra nous parler de son action sur le terrain. En tout cas, bravo Sarah pour ce que tu fais, et pour le parti, et pour la laïcité et la République. Et puis, il y a Didier Codorniou, que nous connaissons depuis quelques années, qui m'a avoué qu'il avait été banquier. Personne n'est parfait, bien sûr. Commercial, pourquoi pas, et qui s'intéresse en tant que premier vice-président du Conseil régional d'Occitanie, qui s'intéresse et qui travaille pour un Parlement de la mer dont il nous parlera tout à l'heure. En tout cas, Didier, après avoir été un international de rugby, est dans la mêlée radicale et nous nous en félicitons. Et puis, Laurent Geoffrin, que nous connaissons, c'est vrai, parce qu'il a été directeur de la publication, de la rédaction plus exactement au Nouvel Obs, à Libération. Mais moi, je voudrais m'attarder sur un point qui m'est revenu hier. En fait, il y a quelques années, je crois que c'était dans à peu près 12-13 ans, Laurent Geoffrin a écrit un livre « C'était nous ». C'était sur mai 68 et sur sa fidélité aux idées de sa jeunesse. Eh bien, je me suis retrouvée dans ce livre et aujourd'hui encore, on pourrait se dire quelle est la liberté d'expression, quel est notre engagement dans la conscience civique et politique. Et cette fidélité à notre jeunesse, nous pouvons la revitaliser aujourd'hui et ne pas tolérer que dans une société française, dans une république, nous n'ayons pas le pouvoir de blasphème, le pouvoir de critiquer et la liberté tout court. En tout cas, merci d'être présent, vous aussi. Et puis, Xavier Bertrand, je vais saluer, je sais que vous n'aimez pas trop, donc je ne vais pas saluer le ministre. Vous êtes ici comme un représentant effectivement des territoires, du Conseil régional Hauts-de-France. Moi, j'ai noté, et pour moi, c'est un très bon point, vous avez été conseiller municipal, vous avez été maire, vous avez été conseiller d'agglo, vous avez été conseiller général à l'époque,
Et tout ça peut vous permettre d'appréhender les territoires, de savoir comment on articule une action politique entre les territoires et l'État et comment on peut revitaliser aussi le sentiment républicain à l'intérieur des territoires. Et puis, mais ça c'est un private joke avec vous, nous avons une chose en commun et ça vous ne le savez pas. Je vais l'avouer, personne ne le dira, vous aimez le jambon persillé de Chagny. Et je suis conseillère départementale du canton de Chagny. Donc, bienvenue chez nous et j'espère que nous pourrons débattre avec beaucoup de vivacité, beaucoup de ténacité. Et puis, Carole Delga, que je voudrais saluer particulièrement. Alors, c'est mon côté féministe, je vous l'accorde, mais je ne vous le lâcherai pas là-dessus. Carole fait partie des 4e présidentes de région sur 18. Alors moi, je veux bien qu'on nous parle de parité, je veux bien qu'on nous parle d'accès aux lieux de pouvoir, mais là, vous en avez la preuve, 4 sur 18. Écoutez, on peut mieux faire, on va dire. Et puis, Carole, que je ne connaissais pas jusqu'à ce matin, est quelqu'un que j'apprécie. Je l'apprécie parce qu'elle a été, dès son enfance, d'une famille très modeste. Je peux me permettre de le dire, elle a été très portée par la République. Et elle le dit elle-même, bonjour Monsieur le Ministre, elle le dit elle-même, elle a été le fruit de l'école de la République. Et une des missions qu'on lui avait confiées, peut-être sa grand-mère, je ne sais pas, c'était de bien travailler à l'école parce que ça permettait de réaliser ses rêves. Alors aujourd'hui, Carole, merci d'être là, aussi pour ce parcours-là. Et puis, vous dire que nous espérons que ce débat, qui sera probablement contradictoire, mais je l'espère fructueux, vous permettra à vous de nous fixer un cap dans chacun de vos rôles et nous dire que c'est beau la politique, que nous devons nous y impliquer et qu'il reste beaucoup de chemin à faire pour que le sentiment républicain soit aussi relayé par les collectivités territoriales. En tout cas, ici, les radicaux de gauche, nous sommes très attachés à ce débat. Et je terminerai tout simplement en citant un ancien de nos présidents, un de nos anciens présidents plutôt, Jean-François Horry, qui disait « Je respecte la foi aussi longtemps qu'elle ne me dicte pas sa loi ». Nous y sommes. En tout cas, bon débat. Merci Claudette. Je voudrais au nom du mouvement du Parti radical de gauche et de tous les participants souhaiter la bienvenue à Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre de la France. Alors, pour la première question de ce débat, une question que je voudrais poser à Carole Delga et à Xavier Bertrand. Alors, historiquement, dans notre pays, l'engagement républicain et le sentiment d'appartenance à la nation sont très liés. L'engagement républicain repose sur un projet commun et un destin collectif qui rassemble les citoyens au-delà de toute différence sociale, territoriale ou religieuse. Comment, dans ces conditions, un territoire comme la région peut-il contribuer à renforcer le sentiment d'appartenance républicain ? Rappeler tout d'abord que les régions en France ont des missions dans le domaine de l'éducation. On a en charge les lycées, on a aussi, on est le chef de file des collectivités locales sur la question de l'enseignement supérieur, et donc nous avons des moyens d'action. Et notre premier budget, voilà, dans toutes les régions de France, notre premier budget, il est pour l'éducation. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, ce matin, tôt, j'ai proposé à mes collègues présidents de région que nous réagissions collectivement à cet acte terroriste d'hier et que nous portions, en fait, un soutien, un signal fort à l'éducation nationale. Donc, nous avons, bien sûr, des leviers pour faire que notre jeunesse elles comprennent ce que c'est que la République. Et c'est à travers toutes les actions pédagogiques que nous finançons dans le cadre des lycées. Alors en Occitanie, ça s'appelle Occitavenir, c'est-à-dire de donner à notre jeunesse un guide pour leur avenir et bien sûr toutes les questions de la République, de la laïcité, de savoir aussi se respecter, c'est-à-dire d'avoir en fait une vision que nos différences
elles peuvent tout à fait, elles doivent se rassembler sous notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Et que nous avons donc à mener avec l'ensemble des enseignants, avec l'ensemble des associations d'éducation populaire, ce travail-là de faire comprendre ce que c'est que la République. Parce qu'il faut faire attention aux évidences. Il y a de ça encore moins d'1 an, nous avions 2 évidences, les Européens. C'est que les épidémies, c'était pour les pays sous-développés et que la paix, c'est pour l'éternité. Les épidémies, on se voit avec les masques, c'est pas pour les pays sous-développés. La paix, en Europe, c'est pas pour l'éternité. Et on doit travailler à ce que nous puissions vivre en paix et ce que nous puissions nous respecter. Et là, donc, il faut mener tout ce travail. Et dans notre région, en Occitanie, avec mon premier vice-président, nous voyons quand même les idées de rejet de l'autre avec le vote à extrême droite qui quand même progresse. Voilà. Qui progresse de plus en plus. Xavier, les 2 régions qui sont le plus touchées par ces idées d'extrême droite, ce sont nos 2 régions. Et donc là, nous avons bien sûr mené de nombreuses actions. C'est l'ordinateur, c'est les livres scolaires fournis à tous les lycéens. Voilà. Nos jeunes qui viennent d'un milieu social favorisé ou défavorisé, c'est la région qui fournit l'ensemble des manuels scolaires, l'ensemble des ordinateurs. Et dans l'ordinateur, il est bien sûr configuré pour avoir accès au savoir et avoir aussi accès aux fondamentaux de notre République sur la laïcité, sur l'égalité femmes-hommes, bien entendu, sur la lutte contre toutes les discriminations. Là, nous sommes très attachés à cela. Et puis, on s'est dit que ce n'était pas assez. Et parce qu'on voyait au moment de la campagne des municipales ressurgir ces peurs. Parce que, en effet, je le disais tout à l'heure, notre peuple est très angoissé. Parce qu'il y a de multiples défis, il y a de multiples menaces. Et là, on s'est dit, il va falloir sur les associations faire un effort. Parce que la fin des contrats aidés, les baisses de dotation dans de nombreuses collectivités ont fait que nos associations en sont en grande difficulté. Et c'est pourquoi dans le budget là, que nous allons voter, nous sommes en débat d'orientation budgétaire, c'est la période, mais dans le budget que nous allons voter, nous allons augmenter le budget pour les associations d'éducation populaire. C'est absolument indispensable. Parce que j'ai mené la campagne à Perpignan. Perpignan, maintenant, le maire, c'est Louis Alliot. Voilà. Et c'était terrible, terrible de discuter avec des Perpignanais et de voir à quel point ils n'étaient pas conscients de la menace et à quel point il y avait, y compris dans des associations qui, normalement, devaient défendre la République, une accoutumance, une banalisation. Alors c'est vrai que sur ce sujet de l'extrême droite, moi je suis assez directe. Voilà, j'explique quand même que l'extrême droite, c'est ce qui a fait dans notre pays, en Europe, que nous avons connu les heures les plus sombres de notre histoire. Que des enfants, ils ont porté des étoiles jaunes juste pour la question de la religion. Que, en fonction des orientations sexuelles, on pouvait être gazé ou on pouvait ne pas l'être. C'est cela l'extrême droite. Il faut savoir le rappeler. Et c'est vrai que je rejoins Laurent Geoffrin sur cette question parfois de la bien-pensance. C'est quand vous êtes avec des élites parisiennes, alors vous vous doutez qu'avec mon accent, Paris, je l'ai fréquenté assez tard, et que secrétaire d'État, j'y suis restée qu'1 an. Je n'ai pas fait les grandes écoles, voilà, je viens d'un milieu très modeste, mais je sais ce que je dois à l'école. Eh bien, quand parfois on dit cela, dans certains cercles restreints parisiens, ils se disent, oh là là, paysanne des Pyrénées, là, voilà, c'est un peu juste, c'est un peu radical, ça, son raisonnement. Mais à force de faire dans la subtilité, eh bien à ce moment-là, on commence à dire que la liberté d'expression, oui, sous parfois certaines raisons, elle peut être limitée. Et c'est comme ça qu'on enlève petit à petit, qu'on grappille les fondamentaux de la République. Et cela, moi, je pense qu'on doit porter ce message à notre jeunesse, en agissant, en faisant en sorte que les outils pédagogiques, eh bien, ils soient fournis à nos jeunes, voilà, quel que soit leur milieu social, que nous devons aussi renforcer le ciment associatif sur les associations d'éducation populaire, culturelle, sportive, et surtout qu'on doit démontrer
qu'on peut tout à fait combiner les différents défis. Nous devons ne pas tomber dans ce discours mortifère que certains tiennent, où on est dans la violence, où on est dans l'exclusion, où on est en fait dans la rupture. Moi, quand j'entends la rupture, non, on doit au contraire savoir concilier, on doit savoir combiner. On peut, ça, c'est Edgar Morin qui le développe, on peut concilier les différences et être fondamentalement républicain. On peut tout à fait concilier la démocratie représentative que nous sommes avec la démocratie participative. On peut tout à fait concilier la femme de gauche socialiste que je suis, avec des valeurs très ancrées, et bien concilier d'être une femme de gauche, une présidente socialiste, et aider les entreprises, avoir la passion de l'entrepreneuriat. C'est cela qu'on doit démontrer. C'est que la conciliation, vraiment, elle est absolue et elle est nécessaire pour le XXIe siècle. C'est concilier écologie et économie. Ce n'est pas le renoncement. C'est cela, notre danger, c'est le renoncement dans cette société. Et il faut que notre jeunesse, qui est très impactée par la question du Covid, très très impactée, il faut qu'elle ait confiance en elle, il faut qu'elle ait confiance en l'avenir. Et sur la question du clivage droite-gauche, oui, moi je crois qu'il est bon de dire ce qui est de droite, ce qui est de gauche. Ça ne veut pas dire que la droite et la gauche sont irréconciliables. Pour la défense de la République, nous sommes là, tous ensemble, les présidents de région. Ce matin, il n'y a pas eu de différence dans les réactions entre Xavier Bertrand ou Alain Rousset. Il n'y a pas eu de différence. Voilà. Nous devons démontrer que sur l'unité, la défense de notre idéal républicain, voilà, nous sommes bien sûr réunis. Nous devons savoir aussi avoir un langage de sincérité. Sincérité dans les valeurs, et c'est pourquoi vous vous doutez que depuis quelques années, quand j'entendais qu'on n'était ni de l'un ni de l'autre, c'est pas ça. La politique, c'est la sincérité. La gestion de la société, c'est la gestion de la cité, c'est de dire ce que l'on va faire. Et c'est d'emmener nos populations dans ce récit. Alors après, bien sûr, avec des priorités différentes, mais il faut qu'on ait un langage de clarté. Et pour la République, vraiment, c'est à travers un langage et des actions de clarté qu'on pourra en effet consolider le socle républicain. Merci. Xavier Bertrand, je vous en prie. Sur le sens de l'action publique, un responsable politique et un responsable public doit savoir où il veut emmener les gens de son territoire et son territoire. Moi, je suis dans une région qui a pensé par moments que le fatalisme était tel qu'il fallait baisser les bras. Pourtant, ça n'a pas été le ressort des gens de la région. À chaque fois, même si ça a été difficile, ils ont voulu dire non à ce renoncement, comme tu le disais. Moi, je vois bien comment on peut, dans la région des Hauts-de-France, redonner à la fois de la fierté, réconcilier les gens, c'est-à-dire que ceux qui habitent au cœur de l'île, une formidable métropole, aient toutes leurs chances de réussir, leurs enfants aussi, mais que celui qui habite à 30 km de Maubeuge, en Sambre-Avesnois, a aussi ses chances. Comment on peut, tu l'as dit, faire en sorte que dans cette région qui a inventé la révolution industrielle, il y a la troisième révolution industrielle, qui n'est pas un concept philosophique de Rifkin, qui a été mis en place par mon prédécesseur, Daniel Percheron, mais qu'aujourd'hui sont 1200 projets, et du boulot et des boulots de demain, en mariant économie et écologie, je le redis, même moi je le redis. Même moi je le redis. C'est ça la vision. Sauf que, quand la politique ne se fait pas à hauteur des gens, vous n'avez plus les gens avec vous. Et les gens, dans ces cas-là, quand la politique ne s'intéresse plus à eux, eh ben, ils ne s'intéressent plus à la politique. C'est le divorce démocratique symbolisé par l'abstention, et on n'a encore rien vu en matière d'abstention. Et c'est aussi le choix des extrêmes. Et je ne peux pas vous expliquer ma conviction de l'action publique, le sens de l'action publique, si je ne vous explique pas ce qui s'est passé pour moi au moment des régionales. Au moment des régionales, j'ai vu la mort de la politique. Parce que la mort de la politique, c'est quand les responsables politiques, en sincérité, ne peuvent plus expliquer ce qu'ils veulent faire, parce que les gens ne les écoutent pas en disant « Hé, toi là, on ne t'écoute pas. Parce que de toute façon, tu es responsable de ce qu'on vit. » Attendez, responsable, jamais été président de la République, jamais été Premier ministre. Non, tu as été député, tu as été ministre pendant longtemps, alors tu es aussi responsable. Vous n'avez plus de chance de convaincre. C'est terminé. Parce que les gens qui votent pour le Front National, ils ne sont pas fans de Mme Le Pen. Ils en ont juste marre, ils se sentent abandonnés. Et donc, moi, j'ai eu à faire des réformes quand j'étais ministre. J'ai fait certainement des erreurs, mais aussi des choses.
réforme des retraites avec les carrières longues, l'interdiction de fumer dans les lieux publics, le service minimum dans les transports. Je ne rougis pas de cela, mais il y a un point par contre. C'est que quand nous devons faire des réformes pour réduire les déficits, les chiffres en arrivent à compter un peu plus que les gens eux-mêmes. Je le concède, je l'ai déjà dit. Et quand vous n'êtes pas capable d'avoir les gens avec vous, il ne faut pas s'étonner qu'à un moment donné, on approche du moment où on connaît une révolte des peuples. Alors j'ai fait un choix, ce n'est pas que je manque de vision, je vous l'ai exposé, c'est d'être le plus concret possible et d'apporter des solutions concrètes aux problèmes des gens dans la région. Moi, le premier problème, c'est le travail. Les gens, la région où on est le plus privé de travail, et j'avais conscience, comme toi, des enjeux de pouvoir d'achat. Alors on a mis en place des politiques pour recréer de l'emploi. Et avant la crise du Covid, on avait réussi à être sur un taux de baisse du chômage 2 fois supérieur à la moyenne nationale. Interdit de crier victoire, mais ce qui montrait qu'il n'y avait pas de fatalisme. Le pouvoir d'achat, je l'assume, pour les gens qui bossent ou qui veulent bosser, on fait le maximum. De chèque carburant pour celui qui doit prendre sa voiture et qui dépense beaucoup pour cela. La garde d'enfants. Et même aussi un chèque vacances pour ceux qui ont bossé pendant le Covid, mais qui étaient dans des entreprises qui n'avaient pas les reins assez solides pour leur verser une prime. Ce sont des exemples concrets comme cela que l'on met en place. Ça sont des réponses concrètes. Et puis, si vous voulez aussi réduire la part des extrêmes, apporter des solutions aux problèmes, là où les extrêmes n'ont besoin que des problèmes pour exister. Tiens, je peux le dire, j'y pense parce qu'il est là. Le Front National a singulièrement baissé à Calais en score. Tout le monde s'attendait à ce qu'ils aient des chances de l'emporter, mais le Front National a beaucoup baissé. Vous savez pourquoi ? Il y a encore des migrants exploités par les passeurs à Calais. Je pense d'ailleurs que s'il y avait aujourd'hui la même volonté politique qu'à l'époque, on pourrait régler ce problème, en tordant le bras aussi aux Anglais. Mais à Calais, il n'y a plus la jungle de Calais. Il y a eu jusqu'à 9000 personnes dans cette jungle. Mais on a fait un travail avec Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, et Natacha Bouchard. On s'en est donné les moyens, on l'a fait avec de la fermeté, beaucoup d'humanité. Toujours est-il que quand vous n'avez plus 9000 personnes exploitées par les passeurs à Calais, le Front National a singulièrement beaucoup moins de surfer sur la colère et sur le malheur des gens. Apportez des solutions aux problèmes des gens et vous verrez que d'une certaine façon, ils referont à nouveau le choix de l'espoir et le choix des responsables politiques dignes de ce nom. Ce que je voudrais indiquer, c'est que la vision et d'avoir une politique à hauteur des gens, je pense que ça peut réconcilier. Je continuerai à faire de la politique tant que je pense que c'est possible. Et on est dans l'actualité, je pensais qu'on serait même davantage là-dessus aujourd'hui. L'articulation entre les territoires et l'État, elle doit être revue. Moi, ce n'est pas parce que je ne suis plus ministre que je suis devenu décentralisateur à fond. Je crois qu'il faut un équilibre. Un pays a besoin d'un État, mais un État qui protège et un État qui soit stratège. Ça veut donc dire clairement que sur la partie régalienne, la sécurité, la justice, la défense, la préservation de la laïcité, préservation intransigeante de la laïcité, c'est le rôle de l'État principalement. Sur l'éducation et la santé, moi, vous ne me ferez pas dire que l'État n'a aucun rôle à jouer, bien au contraire. Mais en revanche, on doit réinventer la relation entre l'État et les territoires. Au nom, vous savez quoi, de la culture du résultat et de l'efficacité. C'est-à-dire que je ne veux pas d'État, je ne veux pas moins d'État sur un territoire, je veux juste qu'on sache exactement qui fait quoi. Et que l'État sur les territoires soit beaucoup plus fort et que ce ne soit pas la technostructure ou l'État profond, comme l'on dit, qui décide davantage qu'un préfet. C'est cette articulation-là que je veux. Parce que la préfectorale, c'est encore quelque chose qui tient notre pays. Je veux qu'on revoie la relation entre l'État et ceux qui créent de l'emploi, de la richesse, de la valeur, les entreprises, les entrepreneurs. Et puis il faut revoir aussi la relation entre l'État et les individus. Il y a une question qui est posée, et je vais m'extraire de l'actualité, pas seulement celle d'hier, mais depuis une semaine, la question des libertés publiques. L'État doit les protéger, et les gens ont le sentiment que c'est l'État qui restreint le plus les libertés, alors que les GAFAM pillent allègrement notre vie privée, et personne ne dit rien. Et personne ne dit rien. C'est pour ça aussi que je crois profondément, moi, à la question du référendum, pas tous les 4 matins, mais sur des choix fondamentaux. Si l'on veut que les Français fassent confiance aux politiques, il faut faire confiance également aux Français. Voilà comment je revois aujourd'hui le sens de l'action publique. Et vous voyez, juste un exemple. État-région. Nous avons mis en place sur la lutte contre la radicalisation, je pensais que c'était davantage là-dessus que vous vouliez m'entendre, on a mis en place une charte de la laïcité que l'on a fait respecter. C'est-à-dire que quand il y a une radio, chez nous, qui a donné la parole à différentes reprises aux frères de Tariq Ramadan, sur des émissions, conversations qui au final n'étaient rien d'autre que des prêches anti-France, on a suspendu, parce que j'avais cette charte. Quand dans un établissement public,
Il s'est avéré qu'à cause d'une position du défenseur des droits, le président du syndicat mixte avait dit « bon, on va accorder la possibilité de venir se baigner en burkini ». Je me suis servi de cette charte pour lui indiquer que les choses n'étaient pas négociables. Et donc, vous voyez, quand vous mettez en place des outils et que vous assumez de les faire respecter, je pense que l'on peut remettre vraiment les choses à leur place et de faire en sorte que nous ne soyons pas dans les messages, dans les discours, mais que nous puissions à nouveau être efficaces. À nouveau être efficaces. Moi, c'est ma conviction profonde et je suis, encore une fois, intimement convaincu qu'on doit avoir une pratique différente. Vous savez, j'ai été élu, j'ai vu cette mort de la politique, mais je n'ai pas vu la mort des beaux réflexes politiques. Pierre de Saint-Ignon, qui n'est plus là, Martine Aubry, et Bernard Cazeneuve m'avait dit, lors d'un tête-à-tête quelques mois avant, que ce serait le cas de la gauche socialiste à l'époque, ont eu ce réflexe républicain en se retirant, comme un seul homme et comme une seule femme. C'est comme ça que j'ai été élu. Moi, je l'aurais fait, parce que je suis engagé depuis bien longtemps contre le Front National, depuis le début de mon élection. Mais je sais que ça aurait peut-être été compliqué, il l'aurait fait aussi, d'expliquer pourquoi il fallait le faire dans le sens inverse. Et ensuite, j'étais confronté à une anomalie démocratique. C'est pas normal que dans mon hémicycle à la région, j'ai la droite, j'ai l'extrême droite, et que les forces de gauche ne soient pas représentées. Et la fois prochaine, il sera sain que les forces de gauche, les forces progressistes, soient aussi représentées, même si ce n'est pas forcément les partis politiques qui en auront le monopole. Mais je dis ça comme ça. Mais en attendant, non, parce que cette anomalie démocratique, elle ne peut pas se renouveler. Ce n'est pas possible. Et donc, vous devez aussi avoir une approche où vous respectez les positions des uns et des autres, mais vous devez forcément chercher à rassembler. Quand on est élu face aux extrêmes, vous ne devez pas être ingrat au point d'oublier qui vous a fait confiance au premier tour, mais vous n'avez pas le droit d'être prisonnier de votre score du premier tour. Votre politique doit s'appliquer pour ceux qui vous aiment et ceux qui ne vous aiment pas, pour ceux qui votent et ceux qui ne votent pas. C'est la seule façon de réconcilier un pays, et on en a eu la preuve encore hier, qui est quand même singulièrement fracturé, mais là aussi, je pense qu'il n'y a aucune fatalité à ça. Merci beaucoup. Je voudrais interroger Laurent Geoffrin. Historiquement, le pouvoir central s'est méfié des régions, puisqu'elles apparaissaient comme les anciennes provinces susceptibles de menacer l'unité nationale. En 82, elles deviennent des collectivités de plein exercice. Carole Delga et Xavier Bertrand ont rappelé à la fois les compétences des régions, mais aussi le point d'équilibre à trouver entre ce qui relève des prérogatives de l'État et de celles des territoires. On parle beaucoup aujourd'hui de différenciation, d'accroissement des compétences. De votre point de vue, est-ce que c'est un moyen de renforcer l'ancrage républicain en redonnant plus de pouvoir au territoire, ou bien on risque au contraire d'avoir une sorte de morcellement du territoire et de favoriser à la fois la montée des extrêmes et du radicalisme? Je ne pense pas que la gauche puisse se renouveler en restant jacobine, si tant est qu'elle le soit d'ailleurs historiquement, puisque les grands gestes de décentralisation ont souvent été faits par des gouvernements de gauche, quand même. Il y a une différence même droite-gauche sur cette question, me semble-t-il. Le coup d'envoi a été donné par un gouvernement nommé par François Mitterrand. Et puis, il y a eu dernièrement encore un geste supplémentaire sous la présidence Hollande, même si on peut dire qu'il ne s'est pas été assez loin sur tel ou tel point, mais enfin bon, le geste a eu lieu. Donc, je ne crois pas qu'une gauche jacobine puisse continuer de correspondre à la réalité de la société française. Alors, est-ce qu'il y a un risque à défendre les idées d'une gauche girondine? Je ne crois pas, pour être franc. Je ne crois pas. Je ne crois pas au séparatisme de l'Occitanie, par exemple. Je ne pense pas qu'ils vont se séparer de la République. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir un séparatisme des Hauts-de-France. Ce serait difficile à mettre en œuvre, en tout cas. Ne tentez pas. Et je ne crois même pas qu'il y ait un séparatisme, encore que, alors, je sais bien que c'est plus polémique, mais Corse. Quand vous regardez bien la Corse, la majorité des Corses ne veulent pas de l'indépendance, d'abord. Et deuxièmement, les indépendantistes eux-mêmes, peut-être provisoirement, en tout cas, ils ne demandent plus l'indépendance. Je constate. Donc, même dans un territoire, là, pour le coup, qui a une personnalité hautement revendiquée, l'idée de la République indivisible, malgré tout, persiste, à condition évidemment qu'il y ait une autonomie administrative, culturelle, etc. Donc, il me paraît logique qu'une gauche républicaine
d'aujourd'hui, et non pas d'hier, propose un nouveau geste, une nouvelle étape dans la décentralisation des pouvoirs. La République ne disparaît pas parce qu'elle respire plus. Je pense qu'au contraire, elle a la possibilité d'intervenir selon les mêmes principes généraux, au plus près des habitants. Alors, là-dessus, j'ai une question, puisque c'est un débat, j'ai une question qui m'intéresse beaucoup. Je pose une question parce que, évidemment, moi, j'habite au métro Odéon, au cœur du 6e arrondissement. Donc, mon expérience de la vie en région est assez limitée. Il faut le reconnaître. Enfin, je connais un département, un peu comme Bernard Cazeneuve, moins que lui, évidemment, qui est le département de la Manche, puisque j'y vais souvent, et je constate un certain nombre de phénomènes. Mais c'est un peu extérieur, c'est un Parisien qui regarde son département d'adoption. Je constate, donc c'est à Granville, je constate que à Granville, donc à l'intérieur de la même région, et non pas dans les rapports avec Paris, il y a des fractures nouvelles, et que la promesse républicaine à laquelle il faut toujours se référer, c'est-à-dire aux principes, mais il faut aussi que ces principes soient appliqués concrètement. Autrement, on a des populations entières qui estiment que ces principes républicains sont des abstractions, qu'elles sont lointaines, parisiennes, intellectuelles, etc., ou un peu muséales, un peu sympathiques, mais poussiéreuses, etc., parce que dans leur vie quotidienne, ça ne s'applique pas. Et c'est un phénomène qu'on a constaté de manière très, très intense au moment du mouvement des Gilets jaunes. Parce que, manifestement, à l'intérieur d'une même région, ou d'un même département, ou d'un même ensemble de communes, il y a des zones plus petites où les gens se sentent effectivement abandonnés. Il n'y a pas que les quartiers populaires des grandes villes où ce sentiment existe, ça existe aussi dans des zones rurales, dans des petites villes. Et à Granville, je le vois, parce que le département est séparé en deux portions. Il y a ceux qui habitent au bord de la mer, auprès de la mer. Alors souvent, c'est des Parisiens qui ont acheté des résidences secondaires, comme moi. Et ça a fait monter le prix des loyers, évidemment. Et les vrais Grandvillais, donc les gens du cru, quoi, qui étaient chez eux, ne sont plus chez eux parce qu'ils sont obligés de partir un peu plus loin, parfois même beaucoup plus loin, à cause simplement du prix du loyer. Et les communes qui sont dans l'arrière-pays grandvillais, comme par hasard, alors même qu'en Normandie, on est plutôt prudent et équilibré, comme par hasard, le vote Front National... Alors, il n'y a pas un immigré dans ces endroits-là, mais le vote Front National est beaucoup plus fort, significativement plus fort. Et donc, vous avez des différences intra-régionales qui sont liées, me semble-t-il, au fait que les métropoles, par le mouvement même de l'économie, de la culture, la présence de grands organismes d'éducation, de savoir ou de culture, forcément dans le centre des villes, vous avez une aspiration de l'activité, une aspiration du pouvoir d'achat dans les métropoles. Et donc il y a un problème du rapport des métropoles à l'intérieur des mêmes régions. Qu'elles soient riches ou qu'elles soient pauvres, le phénomène se retrouve. Et donc ma question est celle-là, est-ce que les métropoles, est-ce que les régions, est-ce que les grandes mairies ont une action suffisante pour rétablir une égalité républicaine, là pour le coup concrète, au sein de ces mêmes territoires? Et est-ce qu'il y a une action suffisante pour maintenir les petites lignes de chemin de fer? On a ce problème-là dans la Manche. On a une ligne verticale qui va de Cherbourg à Saint-Malo, qui est toujours menacée de fermeture, ce qui est un problème. On a aussi des problèmes de maternité qui disparaissent tout d'un coup, qui sont regroupés. Donc les gens peuvent plus, enfin les femmes ne peuvent plus accoucher dans leur ville. Elles sont obligées de faire 40 km pour y aller. C'est pas toujours commode, etc., etc. Est-ce qu'il n'y aurait pas, par exemple, l'idée de dire le budget de ces grandes métropoles est très important. Est-ce qu'on ne peut pas, par exemple, dégager 1%, systématiquement, 1% du budget global et de consacrer cet argent à des projets de réanimation, pour revivifier les zones ou les petites villes qui sont à la traîne et où il y a eu beaucoup de gilets jaunes. Et c'est le symptôme du fait que cette société n'est pas seulement fragmentée en ethnie ou en religion, elle est fragmentée sur le plan strictement territorial, sur le plan géographique. Ça correspond à des réalités sociales, mais sur le plan géographique, d'une manière horizontale. Donc, est-ce que les régions, qui, elles, ont une vision quand même beaucoup plus large, ont suffisamment de moyens ou suffisamment de volonté politique pour le faire? Voilà ma question.
Merci Laurent Geoffrin. On fera réagir Carole Delga et Xavier Bertrand à votre question. Mais avant, je voulais interroger Didier et Sarah si, dans le cadre de leur action, à la fois dans la majorité, aujourd'hui dans l'opposition pour Sarah, concrètement, quelles actions vous avez pu mener pour lutter contre la montée des radicalismes, des extrêmes, favoriser le bien vivre ensemble. Est-ce que vous avez des exemples permettant d'illustrer concrètement le cadre général qui a été rappelé par Carole Delga et Xavier Bertrand? Oui, je peux commencer par l'exemple de ce que moi j'ai pu vivre en tant que conseillère déléguée à la jeunesse sous le précédent mandat avec Jean-Jacques Herrane. Je vais le dire souvent parce que maintenant je suis dans l'opposition et je pense que d'être dans l'opposition de Laurent Wauquiez n'est pas forcément la même chose que si la gauche avait pu être dans votre opposition, monsieur Bertrand. Voilà, comme ça ce sera dit. Nous, ce qu'on avait essayé à la région, je pense que les régions partent, et ça fera lien aussi avec ce qui s'est dit sur la précédente table ronde. Ce qu'on avait essayé, les régions, avec leurs compétences autour du transport, autour du numérique, autour de l'aménagement du territoire, ont une grande responsabilité dans justement ce dont on parle, c'est-à-dire l'équité entre les territoires. Et ce qu'on avait essayé, nous, quand on avait mis en place le pass contraception-prévention dont j'avais la charge à l'époque, c'était de se dire comment est-ce qu'on fait pour que ce pass contraception, prévention, c'était pour les lycéens, enfin pour les jeunes de la région, soit accessible à tout le monde. Aux jeunes de la métropole de Grenoble, à celui qui vit dans la Haute-Maurienne, à celui de la Plaine de l'Ain ou des fins fonds de l'Ardèche, pardon, pour les Ardéchois. Et c'est là où je trouve que les régions ont cette grande responsabilité. En même temps, moi en tout cas, je trouve que c'est un mandat qui est très enthousiasmant pour ça. C'est qu'on doit à la fois avoir un point de vue global et général, c'est-à-dire nous avons travaillé bien sûr avec les services de l'éducation nationale, de la santé, etc. Mais on est allé aussi chercher la petite pharmacie dans le petit village, le médecin de ville qui, là où il n'y avait pas de centre de planification, là où il n'y avait pas un département qui avait forcément mis les moyens, là où il n'y avait pas même le mouvement du planning familial, éducation populaire, associatif. Et donc on a travaillé tout ce maillage-là. Alors bien entendu, je peux vous le dire, on n'a pas forcément très bien réussi, mais ma fierté, c'est que quand je suis allée passer mes fêtes de fin d'année à Bourg-Saint-Maurice, j'ai vu sur la pharmacie de Bourg-Saint-Maurice le fait que dans cet endroit-là, il y avait cet accès au pass contraception prévention pour nos jeunes lycéens rhône-alpins à l'époque. Et merci. Non, et c'est vrai que c'est là où on se rend compte qu'effectivement la politique sert quelque chose. Et renforcer le sentiment républicain, c'est aussi montrer notamment à nos jeunes que les services sont là pour tout le monde. On a parlé beaucoup sur la précédente table ronde des services régaliens, de la présence de l'État, des services publics, mais c'est aussi à cet accès-là, à tout ce que les collectivités peuvent mettre en place, qui pour moi renforce le sentiment républicain. Je vais prendre un autre exemple, ce que nous avions fait autour du Printemps de la jupe et du respect. Le Printemps de la jupe et du respect, c'était quoi ? On allait dans les établissements scolaires, c'était une association qui le faisait, encore une fois sous le précédent mandat, malheureusement la région ne le finance plus. On allait dans les établissements scolaires et on travaillait avec les jeunes sur les questions d'égalité femmes-hommes. Quand vous travaillez avec des classes sur les questions d'égalité femmes-hommes, au final, vous tirez la pelote de laine et il y a tout qui s'enchaîne. Toutes les discriminations. Le handicap, les origines supposées ou réelles, les opinions philosophiques, et bien sûr que la question religieuse arrive avec la laïcité. Et donc je crois que là, dans ce cadre-là, les régions, elles ont quand même elles sont en responsabilité de tous les lycéens, mais on avait aussi travaillé avec les apprentis, les jeunes de mission locale, c'est un petit peu plus difficile, et pourtant c'est un public qu'il faut vraiment aller chercher sur ces questions-là, parce que c'est un public qui n'est plus accompagné depuis un certain temps, en tout cas sur effectivement ces questions éducatives. Et donc je crois que c'est là où effectivement les élus de collectivités territoriales ont tout leur sens. C'est quand on avait réussi avec les acteurs du territoire, et bien sûr en lien avec l'éducation nationale, à faire ça. Je ferai une dernière réflexion, parce que je sais qu'on a peut-être un petit peu de retard et qu'il faut qu'on réduise nos interventions, mais je suis élue d'un territoire, je ne suis plus au conseil municipal, mais d'un territoire qui a connu une grosse polémique du burkini il y a 2 ans, avec une demande par une association qui au départ est une association de défense des locataires, qui s'appelle Alliance Citoyenne, et qui a fait monter au créneau un groupe de femmes se réclamant de Rosa Parks, voulant avoir accès aux piscines municipales grenobloises en burkini. Je dois dire
que nous avons, et que là aussi j'ai senti quand même une défaite un petit peu collective, notamment de la part des mouvements de jeunesse politiques qui se sont mobilisés en faveur de ce groupe de femmes. Le grand drame de cette histoire, c'est que cette association était financée et par la ville de Grenoble et par sa métropole. Le grand drame de cette histoire, c'est que, Julien Bayou n'est pas encore arrivé, heureusement, c'est que le maire de Grenoble, à ce moment-là, n'a pas été, je vais le dire, en tout cas moi, je vais le dire en tant que radical, sur ce qui sont les piliers de la République, la liberté, l'égalité, fraternité, mais surtout la laïcité. Et que quand on a un discours qui est un petit peu limite, ou qui ne dit pas réellement les choses, et bien là, effectivement, on a tout perdu. Voilà, merci beaucoup. Merci Sarah. Didier, je t'en prie. Oui, vous parlez de 3 outils que nous avons mis en place avec la région, qui correspondent un peu à ce que vous venez de poser aussi. Comment le territoire, mais la présidente, bien sûr, Carole Delga, répondra. Comment renforcer la citoyenneté et ce qu'on appelle communément le bien vivre ensemble. Nous sommes dans des territoires avec des populations croissantes donc, qui arrivent très très fortement sur nos régions. Et en 2013, nous avons créé un outil lié à des instances de concertation qui s'appelle un Parlement de la mer, qui est d'ailleurs ce Parlement de la mer commence à faire référence aujourd'hui, puisqu'il y a une création aux Hauts-de-France avec mon ami Jean-François Rapin, la Corse qui veut également mettre en place cet outil. En fait, cet outil nous a permis plusieurs éléments. Et là, ce qui est important en politique, donc, c'est la confiance avec nos citoyens, nos concitoyens, c'est de les comprendre et derrière, bien sûr, d'agir. Alors, tout à l'heure, donc, dans ma présentation, on disait que donc, je travaillais à la banque, mais j'ai travaillé aussi donc, dans un certain nombre donc, de structures qui me permettent d'être réactif, je crois, et du moins d'être pragmatique. Et ce pragmatisme, aujourd'hui, nous fait un peu défaut. Et d'ailleurs, si donc on se retrouve en difficulté dans certaines villes, la présidente Carole Delga parlait de Perpignan, je vous pourrais parler de Béziers, et Béziers, la gauche et la droite, donc, ont aujourd'hui installé le Front National et on n'a pas été à la hauteur des enjeux. Le Parlement de la mer a permis donc de fédérer la communauté maritime, donc toute la communauté maritime, les pêcheurs, les utilisateurs, les plaisanciers, donc tout ce qui forme donc un enjeu considérable. Le poids économique de notre région, donc juste un chiffre, 8 milliards d'euros, c'est aussi puissant que l'aéronautique. Et nous avons construit avec la présidente et le Premier ministre ici présent un plan littoral 21. Ce plan littoral 21 donc, nous a permis sur les 3 années, avec 1 milliard d'euros, 300 millions de la région, et là on est sur des actions concrètes, de répondre à 3 enjeux. Le premier enjeu, c'est la résilience écologique, avec le réchauffement climatique, avec la montée des eaux, avec le problème de l'érosion, problème du recul stratégique de la côte, qui est un sujet majeur sur nos côtes du littoral. C'est également le développement économique qui irrigue les territoires, et tous les territoires, pas uniquement que les territoires littoraux, et puis l'innovation et l'expérimentation. Et sur l'innovation et l'expérimentation, toujours dans ce qui est important en politique, c'est de rendre des comptes. Et peut-être que là aussi, il n'existe pas assez des instruments de mesure qui puissent donc régulièrement revenir vers les citoyens en disant voilà ce qu'on a pris comme un engagement et voilà ce que nous avons réalisé. Et aujourd'hui, donc, nous allons expérimenter l'éolien offshore, donc, qui va porter un plus considérable sur nos territoires dans le cadre de la transition énergétique, également des emplois. Ça a été dit tout à l'heure, donc pour lutter contre l'extrême droite, contre donc aujourd'hui c'est vraiment un sujet majeur, c'est la richesse, la répartition de la richesse, l'emploi, pour que nos concitoyens puissent mieux vivre ensemble. Et derrière donc ces expérimentations, il va y avoir donc une accélération, donc une volonté de créer une industrialisation de l'éolien flottant qui devrait permettre sur nos territoires de créer entre 2000 et 3000 emplois.
Et puis la transition énergétique, c'est également de l'hydrogène, donc la mobilité, de l'hydrogène vert, comment se déplacer, donc avec un nouveau carburant propre. Et là, on est sur les enjeux qui sont complètement d'actualité. Et puis sur ces plans qui ont été contractualisés avec le Parlement de la mer, avec le plan Littoral 21, avec le plan Littoral Plus sur l'innovation et sur l'expérimentation. Nous avons mis également des plans d'urgence, et là, donc pour répondre au problème du Covid, donc aux difficultés de la profession de la pêche, il y a eu des plans de relance, il y a eu des plans d'urgence qui donc ont permis de mieux accompagner les professions. Tout ça pour vous dire que je crois très sérieusement que s'il y a de la crédibilité dans nos propos, s'il y a des actions que l'on peut mesurer et qui se transforment derrière donc à une énergie positive, on peut aussi donc apporter ce plus considérable à nos concitoyens. Et nous aussi, on a sur nos périmètres, donc sur les mètres carrés excessivement chers. Moi, je suis d'une station qui s'appelle Gruissan, où il y a 20 ans, donc on pouvait très très facilement se loger. Aujourd'hui, le prix à l'immobilier donc est passé de 1 000 € à 3 500 € le mètre carré. Et donc, il y a une vraie difficulté. Et là aussi, ça permet donc, quand on est élu, sur le plan local, j'ai un Front National qui représente 50% sur les élections nationales. Et comme par hasard, je ne crois pas au hasard, donc c'est mon 4e mandat, et je suis élu pratiquement avec des scores intéressants puisque j'ai dépassé les 80%, et la dernière élection, j'étais pratiquement à 70%. Ce qui veut dire que les outils démocratiques, et notamment donc la démocratie participative, est quelque chose qui est tout à fait remarquable parce qu'on incite les citoyens à s'impliquer sur les modes de fonctionnement, mais après, il ne faut pas les décevoir. Enfin, je vois que ce chiffre donc fait réagir l'Assemblée. Merci. Chers amis, nous allons être obligés d'aller vite maintenant. Vous nous en excusez, il est 12h30. Donc, au lieu de poser 2 ou 3 questions que nous avions prévues, je vais me permettre de vous en poser une et vous demander de conclure en même temps. Je sais que c'est dur, ce débat est passionnant, on aurait pu le continuer longtemps. Ma question est la suivante. Vous avez effectivement montré les uns les autres ce qui pouvait être fait dans une collectivité territoriale telle que la région pour faire des actions en termes d'insertion, de formation, d'action pour le mieux vivre ensemble. Mais aujourd'hui, après l'événement d'hier, quelles mesures, quelles actions comptez-vous faire, comptez-vous prendre dans les lycées, par exemple, pour aller porter la bonne parole et soutenir le corps enseignant dans leur action et dans leur travail, d'aller voir les lycéens? Il y a peut-être des conseils de lycéens dans votre région, probablement. Quelle action, après l'événement d'hier, qui doit avoir une réponse forte, comptez-vous prendre? Et par ailleurs, merci de conclure. En tout cas, merci à vous tous de votre participation. Comme ça, Carole pourra conclure. J'ai un peu anticipé tout à l'heure. Bon, je suis persuadé que le ministre de l'Éducation nationale va prendre des initiatives pour la rentrée. Vous avez vu déjà que des propositions fleurissent, je pense qu'elles sont incontournables. Et même si on n'a aucune compétence sur la partie pédagogie, il est évident, Carole l'a rappelé tout à l'heure avec son initiative auprès des présidents de région, que nous allons nous y associer. Et en ce qui me concerne, j'ai l'intention de continuer sur les politiques de prévention de la radicalisation que nous menons. Au moment où je vous parle, on a à peu près 500 de nos agents et 500 agents dans les lycées qui ont déjà participé à des actions de prévention. On fait ça au titre de la formation du personnel, et on a aussi décidé de le faire pour la formation des élus, pour qu'ils soient bien sensibilisés. Et il y a toute une action à mener, notamment auprès des maires, les 3800 maires de la région. On voulait le faire, mais avec le Covid, bien évidemment, on a été amené à décaler. On va leur proposer justement cette formation. Ce sont notamment, alors il y a différents acteurs de formation, ce sont ceux qui nous avaient accueillis justement à Trèbes, avec en plus, pardonnez-moi, mais une équipe très différente, de Patrick Menucci à Georges Fenech, où ils ont une véritable expertise
et ils permettent chacun avec leur regard en n'étant pas si différenciés les uns des autres. Donc on va aussi continuer cela, et on a aussi proposé dans les lycées d'engager des projets sur la citoyenneté, mais directement aussi sur la laïcité. Pour l'instant, on n'a que quelques établissements qui nous ont répondu, mais justement, je suis intimement convaincu qu'on va aller bien au-delà. Vous me permettez de répondre, je sais que j'étais long, à la question de Laurent Geoffrin aussi ? Les métropoles, est-ce que les métropoles, en quelque sorte, entraînent tout un territoire dans une région ? Je ne suis pas un partisan de la théorie du ruissellement, ça ne marche jamais. Je parlais bien évidemment des territoires. Bien sûr, bien sûr. Mais je l'assume pour le reste aussi. Non. Voilà. Et comme c'est la question de la redistribution, je crois que dans ces cas-là, l'État a un rôle à jouer sur une forme de péréquation et d'investissement. Je vous donne l'exemple de la métropole européenne de Lille. C'est une superbe locomotive, mais vraiment, qui a décidé de faire tout son développement sur le tertiaire. Sauf que c'est une formidable locomotive, mais s'il n'y a pas quelqu'un, l'acteur politique, qui veille à ce que tous les wagons soient rattachés, ça se passe comment en Sambre-Avesnois ? En 3e classe ou en 4e classe? Et là, il y a cette question du désespoir, même si pour moi, Laurent, la question des gilets jaunes, c'était pas seulement le fait de l'éloignement de l'abandon, c'était quand même la question du pouvoir d'achat et du niveau de vie en premier. Parce que quand vous bossez et que vous n'y arrivez pas, vous ne faites pas plaisir à vos enfants, vous n'êtes pas en mesure de leur faire plaisir et d'assurer leur avenir, c'est un pays qui forcément va dans le mur. Mais sur cette question de l'éloignement, je pense qu'on a absolument besoin dans le pays d'un nouveau système de développement, d'aménagement du territoire, où on serait stupide de freiner les métropoles. Mais en revanche, si on ne met pas le paquet avec une forme de péréquation sur les villes moyennes qui, elles, entraînent tout un territoire parce qu'elles ont besoin notamment de la ruralité qui est autour, alors qu'une métropole est tellement forte qu'elle n'a pas forcément besoin des territoires qui sont autour. Donc voilà pourquoi, je le dis très clairement, c'est une question de volonté politique et de moyens politiques, mais ce qui veut dire également que si on veut redonner ce sentiment de faire nation, il ne faut pas oublier ce qu'on a toujours été, pas un retour en arrière, pas une nostalgie, mais qu'on a intérêt à ne pas oublier non plus que la moitié des Français habitent dans des communes de moins de 10 000 habitants. Alors, pour répondre à votre question, moi je pense que c'est un travail de fond qu'on doit mener. Donc ce qui est arrivé hier est vraiment un effet indicible, mais ce travail de fond, nous le menions déjà à travers les conseils citoyens, à travers les projets pédagogiques, à travers l'accès au savoir, à travers aussi par exemple l'opération Premier départ en vacances. La région Occitanie permet à des jeunes de partir en vacances avec les associations d'éducation populaire, avec la SNCF, de découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles cultures. Voilà. Donc tout ce travail, on va continuer à le mettre en œuvre et comme on en avait parlé avec Didier Codorniou, nous allons, à travers le budget 2021, renforcer le soutien aux associations parce qu'on sentait bien un délitement depuis maintenant plus d'1 an sur ce tissu associatif essentiel. Après, sur la question des métropoles, est-ce que les régions peuvent avoir des actions très efficaces sur un rééquilibrage territorial? Parce que nous, en Occitanie, nous sommes très attachés, nous l'avons mis en place dans notre schéma pour 2040, d'avoir un rééquilibrage territorial. Aujourd'hui, en France, les régions seules ne peuvent pas. Il faut être clair, l'organisation de notre pays ne le permet pas. Moi, je suis vraiment profondément décentralisatrice, mais je pense qu'il faut en effet avoir un État fort, un État très fort sur les piliers de la République, voilà, l'éducation, la santé, la sécurité, la défense. Mais nous devons aussi avoir une nouvelle ère de décentralisation. Je vais vous citer un exemple sur la question des transports, de relier les gens. Nous avons obtenu, nous les régions, donc ça a été voté sur une loi l'année dernière, que nous puissions financer la réouverture des petites lignes et les financer à 100%. Nous sommes 17 octobre, je n'ai toujours pas pu engager 1 euro de travaux. Et les crédits sont réservés au budget. Et ça fait maintenant 3 ans que nous demandons à réouvrir des lignes, à les financer, et nous ne pouvons pas. Voilà. Nous attendons encore un énième décret, parce qu'il y en avait un qui était sorti, puis on nous a dit que ce n'était pas suffisant, ainsi de suite. Enfin, ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'on a la volonté politique, on a les crédits, et on n'investit pas. En plus, vous voyez, avec la question du chômage que nous avons, c'est quand même assez terrible.
toujours sur les mobilités, mais sur la question de la filière économique. Parce que là aussi, il faut un vrai chef de file. Le chef de file en matière économique, ce doit être les régions. La question des trains à hydrogène. Un train à hydrogène, il se fait 100% en France. 100% en France. Ça circule en Allemagne. Et en France, ça ne circule toujours pas. Nous sommes plusieurs régions à dire nous voulons financer des trains à hydrogène. Et comme ça fait travailler, bon, en termes clairs, c'est Alstom, hein, voilà, ça fait travailler Alstom sur l'ensemble de nos régions. Nous n'en avons toujours pas la possibilité, nous n'en avons toujours pas le droit. Alors que techniquement, le process est valide puisque c'est un service qui est commercial maintenant en Allemagne. Et là, nous ne pouvons pas être le chef de file. Pour arriver à relocaliser des activités économiques sur notre terrain, sur notre territoire, pour arriver à avoir une souveraineté, qu'elle soit sanitaire, avec la production des masques, qu'elle soit aussi agroalimentaire, vivrière, eh bien là, nous avons dû contourner de nombreuses réglementations pour créer en fait une agence d'investissement stratégique. En termes clairs, la région va être actionnaire. Nous allons monter au capital de certaines entreprises avec donc un partenariat public-privé pour la production de masques en Ariège, qui était un territoire textile il y a de ça quelques années, ou par exemple créer un électrolyseur à partir de l'électricité de l'éolien flottant au large de Gruissant et de Port-la-Nouvelle, et donc le transformer, ça c'est avec une filiale de Schumberger. Mais là, il y a mes services pour arriver à faire cela, et j'ai la chance d'avoir des collaborateurs de très très haut niveau, ils y ont passé 9 mois. 9 mois. 9 mois où je vous assurais qu'ils y ont bossé, et y compris quand on a voulu un peu accélérer là, avec la crise sanitaire, ils y ont bossé y compris les week-ends. Donc voilà, on est limité, il faut une nouvelle organisation. Donc merci pour votre invitation. Je ne vais pas être très polie parce que je ne vais pas pouvoir rester jusqu'au bout parce qu'un avion m'attend pour pouvoir redescendre parce que j'ai une manifestation en fin d'après-midi dans les Pyrénées. Je m'excuse auprès de Bernard parce que j'aurais beaucoup aimé l'écouter parce que j'ai toujours partagé sa vision de la France, son action ministérielle et puis également le projet que nous avons pour notre République. Donc, je m'excuse vraiment auprès de l'ensemble des intervenants de devoir vous quitter. Cher Guillaume, voilà, je tenais à être présente, mais en tout cas, avec les valeurs du Parti radical de gauche, je sais que nous continuerons à soutenir fortement la République.